J'espère que vous pouvez tous voir ma présentation. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop de documentation et je vais passer rapidement au travers. Alors, soyez indulgents. Je vais avoir beaucoup de matière, un peu de temps. Alors, commençons par parler des réfugiés réinstallés, Resettled Refugees. Lorsqu'on pense à des réfugiés, on pense aux réfugiés syriens qui sont arrivés à cause de la guerre en Syrie. Et ça, c'est un bon exemple d'une situation où les gens, essentiellement, se sont sauvés de leur pays à cause de la guerre ou d'autres violences, généralement vers un pays voisin, et ils ont été là pendant une quelconque période de temps. Et le Canada accepte un petit nombre de réfugiés à chaque année, un très petit nombre, environ 2000. Ils sont référés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés grâce à un processus de sélection fait par le Canada à l'étranger. Et lorsqu'ils arrivent ici, ce sont des résidents permanents lorsqu'ils arrivent. Dès qu'ils arrivent, mais en plus, lorsqu'ils arrivent au Québec, ils ont la couverture de l'assurance maladie. Dès qu'ils arrivent, ils profitent aussi de la couverture pour le Interim Federal Health Program, dont je vais parler bientôt. Dans le cas des réfugiés récents, c'est seulement 12 mois et ça couvre des services non médicaux, incluant la psychothérapie. Alors, la couverture RMQ, plus une certaine couverture pour certains services non médicaux. De même, bon, il y a des cliniques des réfugiés qui sont partout au Québec qui offrent des dépistages, des références médicales et psychosociales. Et ils ont aussi un appui des groupes communautaires financés en partie par les gouvernements. Alors, si ce sont des GAR, des réfugiés assistés par le gouvernement, ils vont recevoir un soutien public tout en étant appuyés par des ONG, des réfugiés financés par le gouvernement. S'ils sont parrainés de façon privée, des PSR, c'est probablement des groupes communautaires ou par des individus qui, ensemble, décident d'être parrains de réfugiés. C'est difficile parce qu'il faut fournir un appui financier complètement pendant plusieurs années, de même que guider ces personnes-là et les aider à s'installer ici. Alors, c'est bien d'avoir bon, ils sont des résidents permanents, ils ont la couverture pour l'assurance maladie, c'est bien, mais en général, ils ont quand même beaucoup de vulnérabilité et ils ont souvent eu des traumatismes avant d'arriver et donc un an d'appui, même si c'est merveilleux, ce n'est vraiment pas suffisant. Alors, comme je dis, je vais très rapidement, au travers de mes diapositives, j'essaie de vous expliquer un peu la situation des réfugiés ici, mais c'est pour vous donner une idée de leur situation. Mais ils ont quand même accès aux services. Mais parfois, c'est plus difficile à cause des questions de langue, manifestement parce qu'ils ne sont pas sélectionnés à cause de leur langue. Plusieurs ne parlent ni anglais ni français. Alors, maintenant, si on regarde les demandeurs d'asile, alors, une fois de plus, durant les dernières années, plusieurs sont arrivés au Canada à pied, provenant de l'Amérique latine, bon, en traversant le Darien Gap, et souvent, ils se blessent. Mais il y a toutes sortes de façons d'arriver en tant que réfugié. Bon, ils traversent la frontière des États-Unis et du Canada avant le 25 mars 2023, mais ils continuent de venir autrement. Et essentiellement, les gens qui cherchent asile, ils ne sont pas normalement autorisés d'avance, mais une fois qu'ils arrivent ici au Canada,
Ils ont un droit de demander la protection et de ne pas être renvoyés à leur pays d'origine. Et ces droits sont sous la Convention des réfugiés de 1951, aussi connue comme étant l'accord de Genève, ratifié par le Canada, bon, par tous les pays au monde, en fait, ratifié par tous les pays au monde. Et ce que ça veut dire, c'est dès que la personne fait une demande d'asile, il y a des protections et à partir de ce moment-là, ils sont protégés en tant que demandeurs d'asile. Ils ne peuvent pas être déportés à leur pays d'origine pendant qu'ils attendent qu'on traite leur demande. Ils ont un statut légal en tant que chercheurs d'asile, qu'ils soient arrivés légalement ou pas. Ils sont protégés et ont des droits en tant que réfugiés. Ils ont le droit d'avoir une audience devant le Conseil de l'immigration et des réfugiés pour décider s'ils sont acceptés en tant que réfugiés, s'ils peuvent rester ici de façon permanente, mais entre-temps, ils ont plusieurs droits et services. Et éventuellement, ça va être la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada qui vont décider. Mais s'ils étaient renvoyés, bon, pour certains d'entre eux, se faire renvoyer dans leur pays d'origine causerait des dangers pour leur santé ou leur vie. Mais bon, je parle de la situation pendant qu'ils sont dans cette période d'attente. Et souvent, c'est 2 ou 3 ans de nos jours en attendant l'audience auprès de l'immigration, la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés au Canada. Alors, quelle est la situation? Désolé, j'ai pas eu le temps de traduire ce tableau, mais ils ont plusieurs droits qui sont importants. Ils ont accès à l'hébergement dès qu'ils arrivent, bon, qui est géré et fourni par PRAIDA, l'Agence du gouvernement du Québec, qui fournit aussi l'évaluation psychosociale et des références, et ainsi de suite, dans les semaines après leur arrivée. Ils peuvent demander, bon, l'aide de dernier recours. Ils ont un permis de travail en arrivant. Ça prend du temps pour l'obtenir, mais ils ont quand même le droit pour l'obtenir. Comme je vais l'expliquer plus tard, plus en détail, ils ont une certaine couverture pour les soins de santé. Les enfants peuvent aller à l'école, et ainsi de suite. Mais il y a plusieurs droits importants auxquels ils ont accès, d'autres, malheureusement, auxquels ils n'ont pas accès. Et un des plus problématiques, c'est qu'ils n'ont pas accès à les garderies subventionnées, qui est un immense obstacle pour l'intégration dans la force de travail, surtout pour les femmes. Et il y a plusieurs autres services importants auxquels ils n'ont pas droit. Bon, on n'a pas le temps de donner trop de détails, mais ils ont certains droits, pas tous. Mais ce dont je voulais parler plus spécifiquement aujourd'hui, c'est l'accès à la santé. Alors, pour ce qui est de... Ils ont la couverture du IFHP. Alors, à partir du moment où ils font leur demande, jusqu'au moment où soit qu'ils sont acceptés en tant que réfugiés ou définitivement rejetés, c'est vraiment un programme excellent. Pour ce qui est des services médicaux, ça fournit, c'est presque identique à la couverture de la RMQ. Le programme fédéral de santé intérimaire, ça couvre les médicaments de prescription, ça fournit la couverture de plusieurs autres services. Mais plusieurs choses qui sont utiles et importantes sont couvertes, incluant la psychothérapie jusqu'à 10 séances, mais renouvelables, sur référence par un omnipraticien. La psychothérapie avec un psychologue certifié. Alors, c'est couvert par le Programme fédéral de santé intérimaire, ou IFHP en anglais. Alors, comme j'ai dit, une bonne couverture en théorie pour les demandeurs d'asile, mais en réalité, il y a beaucoup d'obstacles pour l'accès aux soins de santé. Alors,
pour fournir des services au nom du Programme fédéral de santé intérimaire ou IFHP et avoir le remboursement, les professionnels de santé doivent s'inscrire auprès de, bon, c'est le ministère qui s'occupe de ce programme et malheureusement, très peu de professionnels de santé sont enregistrés comme prestataires de services pour ce programme fédéral de santé intérimaire. Et s'ils ne sont pas enregistrés, eh bien, ils peuvent soit dire, ah, je n'accepte pas de telle demande, je ne suis pas sorti IFHP, ou bon, je ne suis pas un prestataire enregistré pour IFHP, et ce n'est pas, bon, réglementé. Alors, le seul endroit où on peut être sûr de recevoir des soins couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire ou IFHP, c'est à l'urgence, dans les hôpitaux. Les hôpitaux doivent être inscrits auprès du IFHP ou Programme fédéral de santé intérimaire, mais même là, les médecins qui décident, bon, si le médecin n'est pas un prestataire IFHP, ils peuvent dire, eh bien, il faut voir un de mes collègues essayer de trouver quelqu'un d'autre dans la clinique qui fournit des services gratuitement pour les demandeurs d'asile. Alors, c'est très difficile pour les demandeurs d'asile. Il n'y a pas de liste des cliniques et des professionnels qui fournissent de tels services sous le IFHP ou le Programme fédéral de santé intérimaire. Alors, ils peuvent se faire refuser dans une clinique où on peut leur demander de payer pour des services qu'ils devraient recevoir gratuitement. Et malheureusement, plusieurs vont à l'urgence là où ils sont sûrs d'avoir de l'aide. Pourquoi cette hésitation à devenir des prestataires de services pour le IFHP ou le Programme fédéral de santé intérimaire? C'est probablement parce que le programme en lui, tant que tel, est mal compris. Plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé sont préoccupés parce que peut-être que c'est des soins qui vont prendre trop de temps et ça prend plus de temps à en faire. Bon, parce que les gens ne connaissent pas les services, souvent il y a des obstacles linguistiques, ils ont des besoins psychosociaux souvent élevés, mais peut-être encore pire, il y a des obstacles systématiques. Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne compte pas les patients IFHP lorsqu'il décide si les médecins et les cliniques ont atteint leur cible. Parce que, comme vous savez, ils doivent fournir des services à un certain nombre de patients par année et dans une certaine période de temps. Eh bien, s'ils acceptent un demandeur d'asile sans être inscrit à l'IFHP, c'est bien sûr que les demandeurs d'asile sont en compétition, si on peut dire, avec les patients qui comptent, eux, entre guillemets, pour leur charge de travail. Et c'est un incitatif négatif, manifestement. Et de la même façon, les médecins, ils ont des taux de base, ils n'ont pas de primes auxquelles ils auraient le droit pour des besoins avec des patients avec des besoins élevés. D'autres obstacles systématiques, c'est simplement, par exemple, que tous les systèmes en ligne, tous les systèmes auxquels il faut euh, utiliser pour avoir un rendez-vous. C'est quoi la première chose qu'ils vous demandent? Ils vous demandent votre numéro de RAMQ. Et vous ne pouvez pas éviter cela sur les sites web du gouvernement du Québec. Et bon, moi et plusieurs autres personnes, on demande au gouvernement qu'il change cela, mais c'est une des raisons pour lesquelles certains demandeurs d'asile ont énormément de difficultés d'obtenir les soins couverts. Et ça, c'est sans même parler des obstacles linguistiques et des autres obstacles. Alors, pour ce qui est des services psychosociaux, généralement, ils ne sont pas couverts par le IFHP. C'est supposé être couvert, offert par les provinces. Bon, le CLSC, c'est la même chose. Bon, les CLSC ont un mandat populationnel, mais il n'y a pas de direction claire de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux pour dire si ces services-là, bon, doivent fournir des services égaux aux demandeurs d'asile et aux autres migrants au statut précaire.
Alors, ça varie, une fois de plus, d'un à l'autre, d'un demandeur d'asile à l'autre, manifestement. Alors, certains fournissent les mêmes services comme toute autre clinique. Certains mettent des restrictions et c'est très difficile à connaître. Bon, on commence à travailler sur cela parce que, bon, il n'y a pas de politique claire sur ceci. Et les demandeurs d'asile ont souvent besoin d'appui psychosocial, surtout lorsqu'ils arrivent. Ils ont énormément de besoins en arrivant. Ils sont dans une situation très précaire, très stressante, en plus de tout le trauma d'immigration qu'ils ont peut-être vécu. Alors, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de besoins, ces gens, et malheureusement, ils sont dans une situation où il y a beaucoup de compétition pour ces services offerts dans le secteur public. Et donc, c'est encore plus difficile pour eux. Alors, une fois de plus, c'est un regard rapide de certains des problèmes spéciaux de ces gens. Bon, maintenant, je vais passer au troisième groupe dont je vais parler, des immigrants sans assurance maladie. C'est un groupe très hétérogène parce que ça inclut, bon, des gens qui n'ont pas de statut officiel, mais aussi des gens avec un statut temporaire, comme la plupart des étudiants internationaux, certaines personnes avec des visas de travail, aussi des visas de visiteurs. Et lorsqu'on parle de migrants sans statut ou non-status migrants, c'est souvent des gens dont la demande de réfugiés ont été refusée, mais qu'ils ont décidé de rester quand même, ou des gens dont leur visa temporaire a expiré et qu'ils ont décidé de rester souvent pendant qu'ils attendent que leur visa soit renouvelé, ou dans le cas de gens qui ont fait des demandes de réfugiés, peut-être qu'ils ont fait application pour un statut humanitaire ou, bon, il va être parrainé. Alors, plusieurs personnes essaient de venir régulariser, mais pendant ce temps-là, ils n'ont pas de statut officiel, donc ils n'ont pas d'assurance médicale. On ne connaît pas exactement les normes. On se dit peut-être 50 000, 70 000 au Québec, mais une fois de plus, par définition, on ne peut pas avoir de nombre officiel. Alors, lorsqu'on parle des migrants adultes, essentiellement, s'ils n'ont pas d'assurance maladie, cela veut dire qu'ils doivent payer pour des services. Si c'est une urgence médicale, ils reçoivent le service et ils sont facturés après coup. Si ce n'est pas une urgence médicale, ils doivent payer d'avance. Autrement, ils ne recevront aucun service médical. Non seulement ça, mais la politique officielle du M3S, c'est de dire aux hôpitaux de facturer 3 fois les prix de la RAMQ. Et ça peut donner des factures très élevées très rapidement. Bon, par exemple, la grossesse et donner naissance, à moins que ce soit sur une base d'urgence, c'est-à-dire qu'elle est admise une fois qu'elle a commencé à donner naissance, ça peut être de 7 à 10 000 à l'hôpital, ce qui est immense pour n'importe qui, je dirais. Et vous pouvez voir certains des montants qui sont facturés ici. Alors, c'est très cher. Des choses qui ne sont pas accessibles à la plupart des gens. Et bon, ils arrivent, ceci-là, on les met en dette. Il y a seulement une clinique qui offre des services médicaux gratuits limités. Là, c'est très limité parce qu'ils travaillent surtout avec des médecins et des professionnels de santé bénévoles. Et il y en a très peu, manifestement. Alors, c'est Médecins du monde, une clinique de migrants. Alors, les gens qui ne sont pas assurés, bon, typiquement des adultes, sont vraiment dans une situation très difficile. Pour ce qui est des enfants, il y a eu d'énormes progrès dans les années récentes. Bon, le projet de loi 83 a été adopté en septembre 2021. Et ce que ça dit, c'est que tous les enfants ont immédiatement droit à la couverture de l'assurance maladie
tant que la famille a l'intention de vivre au Québec plus de 6 mois, quel que soit le statut migratoire des parents. Alors ça s'applique manifestement aux enfants nés au Québec, mais ça s'applique aussi aux demandeurs d'asile qui arrivent ici avec leurs enfants. La seule exception ici, c'est les enfants des gens qui demandent l'asile parce qu'ils ont déjà la couverture du IFHP. Mais autrement, tous les enfants qui arrivent au Québec ont la couverture de la RMQ tant que la famille a l'intention de rester là de 6 mois ou plus. Alors, c'est une immense amélioration, c'est un pas en avant. Nous sommes à l'avant-garde, même au point de vue de la planète Terre, pour cela. Toutefois, il y a beaucoup de problèmes de mise en œuvre. C'est toujours pas très bien connu. Plusieurs hôpitaux et médecins continuent de facturer les frais pour le premier mois de soins après que l'enfant soit né, tout simplement parce qu'il y a des délais administratifs pour obtenir la carte RMQ. Bon, ils devraient fournir le service gratuitement, mais ils ne le font pas. Et bon, plusieurs d'entre nous travaillons sur ce dossier, mais c'est un problème important même. Donc, en conclusion, je voulais parler brièvement du projet de loi 96, les linguistiques et l'impact sur la disposition de langue linguistique donc à la fonction publique et comme vous savez donc ça couvre toutes sortes de secteurs au Québec. Je vais parler seulement très brièvement de la langue de communication entre les employés du secteur public et qui est en vigueur depuis le 1er juin 2023. Et donc, ce qui va s'appliquer est toujours incertain parce qu'il faut toujours déterminer, et ça devrait être adopté d'ici la fin de l'année par différents ministères, donc dans les secteurs des services sociaux. Donc, ça serait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui l'adoptera d'ici la fin de l'année. Et ce que je vais dire brièvement, c'est ce qui est dans la loi, mais on ne sait pas comment ça va s'appliquer plus spécifiquement. Dans le secteur public, la loi dit que les employés du secteur public n'ont pas le droit d'utiliser des langues autres que le français. Donc, seulement le français, et ça comprend les gens qui fournissent des services à ceux qui utilisent des interprètes également, à moins que ce soit permis explicitement par une exception dans la loi. Et donc, il y a des détails, dont ça comprend des gens qui sont allés à l'école en français au Canada, les Autochtones, les nouveaux arrivants, mais seulement dans les premiers 6 mois après leur arrivée et seulement pour les services qui sont reliés à leur établissement. Et pour la santé du public et les principes de justice naturelle, c'est requis. Et donc, à savoir ce que ça signifie précisément, ça, c'est encore à voir. Également, les institutions bilingues qui continuent d'avoir des services donnés en anglais. Donc, dans les services, les secteurs de services santé sociaux, ce que ça veut dire, c'est qu'en français, c'est le statu quo. On a le droit de recevoir les services en français dans toutes les institutions. Ça devrait être offert dans toutes les institutions en français. En anglais, c'est en grande partie dans les institutions désignées bilingues et d'autres institutions de santé et services sociaux. Ça continue à être non seulement permis, mais continue d'offrir des services en anglais, mais les anglophones ont le droit de recevoir des services en anglais. Mais ailleurs,
dans les institutions de santé et services sociaux. C'est les principes de la loi généraux qui s'appliquent. Donc, ce sont les services en français qui priment, comme j'ai dit auparavant. Et là où ça pose le plus de problèmes, ce sont les services en d'autres langues, parce qu'il est essentiellement interdit de fournir des services dans d'autres langues directement ou via un interprète, excepté les nouveaux arrivants dans les premiers 6 mois, dans les premiers 6 mois de leurs arrivées, ou si ça concerne la sécurité publique ou la justice naturelle dans ses principes. Donc, encore des gros points d'interrogation au niveau de la prestation de services en anglais aux gens qui ne parlent pas le français bien ou suffisamment bien pour demander des services de santé en français ou d'autres types de services fournis par le secteur public. Pardon. Donc, on attend les directives du MSSS. Et il est possible, je crois, ou probable plutôt, que le MSSS voudra donner une interprétation très large aux exceptions de justice naturelle et ses principes. Il pourrait même essayer de dire que dans tous les cas, les services devraient être fournis et fournis dans quelques langues qui soient nécessaires. Mais à ce stade-ci, on ne sait simplement pas quel sera le résultat ultimement. Donc, on a hâte de voir vers quoi ça tendra. Donc, merci beaucoup de votre patience.